vous souhaite la bienvenue à cette 14e édition de la céramique des Arts du Grand Feu, organisée chaque année par M. Béalu dans ce quartier ici même. Cette année, nous avons la chance, dans nos différentes boutiques partenaires, d'avoir des pièces du musée Condé du Château Chantilly. Donc, je vous invite à consulter le petit flyer qui se trouve ici. Et vous avez toutes les pièces sur le dépliant que vous pouvez admirer. Nous allons accueillir Madame Boucher, conservatrice du patrimoine, chargée des collections antiques et des faïences des XVIIe et XVIIIe siècles, département du patrimoine et des collections. Et donc le titre de notre conférence s'intitule « Des dindons sur la table, la mode étonnante des trompe-l'œil en céramique au XVIIIe siècle ». Et je vous laisse parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus si nombreux pour voir ces dindons et autres volatiles que nous allons découvrir cet après-midi. Alors tout d'abord, je voudrais revenir un peu sur le contexte en fait, de cette conférence. C'est qu'actuellement est présentée au Musée national de céramique à Sèvres, et ceci jusqu'au 24 octobre, donc une exposition qui s'appelle « À table, le repas, tout un art ». Exposition dans laquelle sont exposés des trompe-l'œil en faïence du XVIIIe siècle. Et ça a été l'occasion, en fait, généralement pour le grand public, de découvrir ces objets assez surprenants. Certains étaient conservés dans les réserves du musée, d'autres étaient présentés déjà, comme cette magnifique terrine de dindons produite à Strasbourg au milieu du XVIIIe siècle. Et effectivement, ces dindons et autres animaux étaient posés sur les tables raffinées du XVIIIe siècle, au milieu de choux, de laitues et d'autres assiettes qu'on appelle des attrapes. Ces objets suscitent généralement l'étonnement, aussi bien par leur sujet, le choix de ce sujet, que par les prouesses, je dirais, techniques et artistiques qui sont mises en œuvre dans l'élaboration. C'était donc un bon prétexte finalement pour revisiter certaines pièces emblématiques du Musée national de céramique et s'interroger aussi bien sur leur usage passé que sur leur mode de fabrication. En effet, il y a eu déjà des expositions sur le sujet, que ce soit finalement au musée de Samadé, il y avait eu l'exposition Terrine Surprise, il y avait une exposition au musée de Brou notamment, et également aussi une exposition, j'ai oublié le nom, dans l'est de la France en fait, où il y avait, oui, il y avait énormément, voilà, toutes les terrines fabriquées à Niederwiller, mais c'est vrai que dans ces publications, on aborde rarement les aspects techniques finalement de la fabrication. Donc c'était pour moi une occasion de revenir sur ces aspects et également sur l'usage en fait, parce que ce sont bien des terrines fonctionnelles la plupart du temps que je vais vous montrer. Donc cette mode des trompe-l'œil, effectivement, n'est pas propre aux faïences ou aux porcelaines au XVIIIe siècle. Pour rappeler un petit peu le contexte, je dirais que à l'origine même de toute forme d'art, quasiment, selon les anciens, en tout cas, il y a la mimésis, comme le disent les Grecs, cet art de l'imitation, le fait de rivaliser avec la nature. Vous connaissez sans doute cette anecdote rapportée par Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle, le peintre Zeuxis, donc, qui, avant notre ère, dans une compétition qui l'opposait au peintre Parrhasius, avait représenté des raisins si parfaits que des oiseaux s'étaient trompés et étaient venus les picorer. Donc, dans les arts décoratifs, je dirais que cette tromperie des yeux, elle peut recouvrir différentes réalités. Ça peut concerner la matière, on va imiter une matière différente, donc là, en ce qui nous concerne, en céramique. Ça peut concerner la technique, le sujet, mais également l'usage. On a l'impression qu'il s'agit d'une sculpture, en réalité, il s'agit d'un ustensile de table. Donc c'est vrai qu'au niveau de la céramique, on va ici avoir une imitation au niveau de la surface, des plumes, du pelage, du feuillage. On a finalement une dimension vraiment de virtuosité qui devient quasiment le ressort principal de certaines de ces recherches, de ces compositions qui peuvent paraître un peu kitsch de nos jours. On voit ces accumulations de trompe-l'œil, mais il faut vraiment se dire qu'à chaque fois, il y a une sorte de compétition, on essaie de créer un chef-d'œuvre. Et véritablement, c'est la mise en œuvre de toutes les techniques qui sont nécessaires à la fabrication de ces objets. Ce sont des savoir-faire qui sont propres finalement à développer la maîtrise des artisans et
seuls certains artisans sont capables en fait, de réaliser ce type d'objet. Et autre contexte plus général, c'est qu'il y a un goût revendiqué au XVIIIe siècle pour l'illusion, pour le spectacle, pour les trompe-l'œil. Donc on peut penser au papier peint du XVIIIe siècle qui joue aussi sur cette thématique. Donc je dirais voilà, ça s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large, ce goût des trompe-l'œil au XVIIIe siècle. En ce qui concerne les céramiques, d'un point de vue technique, il y a évidemment un exemple magistral, ce sont les animaux de Meissen. Ces animaux de Meissen, donc Meissen est en Saxe, c'est la première manufacture européenne qui produit de la porcelaine dure, sous le patronage d'Auguste de Lefort. Et Auguste de Lefort possédait une imposante ménagerie en céramique qui a été créée entre 1731 et 1736. Alors, cette ménagerie de céramique s'inspire d'une autre ménagerie bien réelle qu'il possédait. Et elle avait trouvé place finalement dans le palais japonais de Dresde. Et elle est l'œuvre de deux sculpteurs, Johann Gottlieb Kirchner et Johann Joachim Kendler, qui donc ont reproduit en porcelaine dure, en dimension quasi réelle, des centaines d'animaux exotiques, domestiques, voire fantastiques. On a d'abord une chimère au Musée national de céramique. Et ces animaux étaient laissés en blanc ou peints, mais à froid. Non pas selon la technique du petit feu, mais à froid. Et donc leur source d'inspiration, c'était principalement des animaux vivants ou des animaux sortis issus de leur imagination. Donc, il faut voir un petit peu plus en détail. C'est par exemple un pan qui est conservé au Musée national de Sèvres. C'est une prouesse technique parce que ce sont des objets de très grande dimension et d'ailleurs, ils ne sont pas sans défaut. Il y a des gens qui parfois disent « Ah, tel objet, il a un défaut, ça ne mériterait pas d'être dans les collections ». D'un point de vue technique, c'est déjà extrêmement difficile à réaliser. Il y a énormément de fentes de cuisson, par exemple, sur ces objets, parce que ça reste quand même empirique d'arriver à cuire et de tels objets sans qu'il y ait d'affaissement, sans qu'il y ait de fente. Donc, c'est déjà de véritables prouesses. Et je vous parlais d'objets peints à froid. C'est le cas, par exemple, de cette chimère qui est également conservée au Musée national de céramique. Donc, je dirais qu'en tout cas, Meissen, c'est la démonstration magistrale qu'on est capable, ici en porcelaine dure, de réaliser, si ce sont des sculptures, mais qui rivalisent quasiment avec la nature, à la fois au niveau de la forme que de la polychromie. Et Meissen produit aussi, dans le domaine des formes, très tôt des prises aussi pour ces terrines en forme de fruits, des citrons, des pêches, des poires, donc qui vont surmonter les terrines et les petits pots à sucre, mode qui va essaimer ensuite dans de nombreuses manufactures. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les trompe-l'œil qui se trouvent sur les tables. Je dirais que l'inspiration animale et végétale est assez peu surprenante pour des objets de table, puisqu'elle évoque les produits consommés. Les orfèvres parisiens, dans les années 1730, créent ainsi des œuvres du style rocaille, inspirées de la nature et de la chasse, qui sont en rapport avec ce qui est consommé au cours du repas. Donc, c'est le cas notamment d'un orfèvre comme Thomas Germain, qui produit des terrines en argent, décorées avec des hures de sanglier, des scènes de chasse, des légumes, ou bien ici un surtout, baptisé une machine d'argent, qui a été réalisée vers 1754 et qui est finalement une nature morte en relief, très réaliste, avec un lièvre, un chou-fleur, une perdrix, des oignons. Mais s'il s'agit d'un chef-d'œuvre d'une grande dextérité, il n'y a pas ici but de tromper, ni la possibilité d'ailleurs, ne serait-ce que d'un point de vue chromatique. Mais c'est quand même une œuvre virtuose au niveau de la forme. Le goût pour les trompe-l'œil se retrouve également dans l'art culinaire de l'époque. C'est là-dessus que je vais un petit peu plus insister, puisque c'était aussi en rapport avec l'exposition. On a de nombreuses réalisations en trompe-l'œil qui sont décoratives. Ça va être des surtouts qui vont être réalisés en pâte, en sucre. Alors, ça peut représenter des animaux, ça peut représenter des palais également. On a finalement une longue tradition de l'imitation du réel, l'imitation d'un autre aliment par un autre. Donc, je dirais que pour ceux qui suivent l'émission Top Chef, il y a une épreuve emblématique de ces chefs qui est de réaliser un dessert en trompe-l'œil. On n'a pas attendu finalement cette émission. Dès l'Antiquité, dans le festin de Trimalcion, on a comme ça des animaux en trompe-l'œil qui regorgent d'autres aliments. Donc,
Et au XVIIe siècle, ceci perdure, on essaie de surprendre les convives. Ça fait partie du spectacle de la table. Alors, je vais montrer juste quelques exemples. Par exemple, c'est la page de garde d'une des éditions du cuisinier François, donc un livre de cuisine du XVIIe siècle. On a de très nombreux pâtés en croûte, ces tourtes, où on va avoir soit un élément effectivement de l'animal qui est présenté, soit effectivement une représentation. Donc si c'est un pâté de dinde, on va avoir une tête de dinde qui surgit. On va aussi avoir des témoignages au niveau des glaces, ce qu'on appelle les fromages glacés. Fromage, ça vient de formage, ce qui donne la forme. On va avoir par exemple un sorbet à la fraise, enfin une crème glacée à la fraise en forme de jambon, une glace à la pistache en forme d'asperge. Donc ce jeu de tromperie, en fait, il existe déjà d'un point de vue culinaire dans ce que l'on consomme. Et on a un témoignage ici, je dirais, écrit, là c'est une image, une illustration du canaméliste français de Gillier. Donc Gillier, c'était le maître d'office de Stanislas Leginski donc, à Lunéville. Et ici, dans le cuisinier royal et bourgeois de Menon, on a un repas en racines pour le carême. Évidemment, en carême, pas de viande. Et dans ce repas en racines, il réalise en fait une farce à base donc, de légumes racines. Et tous ces légumes servent finalement à prendre des formes de poissons, des formes d'animaux, pour donner l'illusion finalement aux convives en ce jour particulièrement maigre, de manger des nourritures très élaborées, très raffinées et faire passer le fait qu'il n'y a pas de viande consommée ce jour-là. Donc je dirais que quand la mode finalement de la céramique s'empare de la table, ce qui est vraiment le cas au XVIIIe siècle, on a un jeu de bascule où faïence et porcelaine finalement rivalisent avec l'argenterie, avec leurs favoris sur la table, il est assez logique que cette mode des trompe-l'œil se décline en faïence et en porcelaine, je dirais, dans une moindre mesure. En tout cas, en France, c'est peut-être plus le cas en Angleterre. On a des trompe-l'œil en porcelaine, par exemple à Mency, mais à Sèvres, par exemple, ça reste quand même très, très ponctuel. En tout cas, la céramique et les céramistes ont tout pour réaliser des trompe-l'œil d'exception. Dans ces années-là, une palette chromatique exceptionnelle qui est celle du petit feu et une maîtrise déjà de la plasticité finalement de leurs différentes pâtes qui permettent de rivaliser avec les sculptures, comme ont montré les artisans de Meissen. Donc, dans les années 1740, on voit apparaître donc, une rare production de terrine en forme d'animaux, mais aussi de végétaux à travers toute l'Europe. Une production extravagante et moderne en fait pour cette époque. Ça nous paraît à nous très extravagant, ça l'était sans doute un peu moins en cette époque. Et ce sont les manufactures de Höchst en Allemagne, mais aussi de Strasbourg, qui ont développé cette mode, notamment en collaborant avec des transfuges de la fameuse manufacture de Meissen dans les années 1744-1746. Alors, si je poursuis. Donc, pour revenir un petit peu sur ces objets qui se trouvent sur la table et qui sont des trompe-l'œil, juste pour revenir un peu sur leur fonction, je vais parler brièvement tout de même des attrapes, même si ce n'est pas mon sujet. Les attrapes, ce sont des assiettes en fait, garnies de fruits et de légumes, de gâteaux qui sont en trompe-l'œil. Et c'est vrai qu'elle constitue une part importante du décor de table au XVIIIe siècle pour le plaisir de l'œil. Ça peut être mélangé finalement à des présentations d'aliments bien réels qui sont consommés, comme on le voit ici sur ce petit éventail. Donc on a reconstitué par exemple dans l'exposition une table grâce à ces attrapes, mais je dirais que là la tradition est plus ancienne. Représenter des aliments finalement en céramique, c'est le cas dès l'Antiquité avec des ex-voto. Au lieu d'offrir l'aliment réel, on offre l'aliment en céramique. Et il y a une tradition aussi à la Renaissance. Donc il y a de la dextérité, mais je dirais qu'on est dans quelque chose qui est un peu plus simple, un peu plus à plat. Même si évidemment l'imitation peut être parfaite, il y a un petit peu moins de dextérité. Alors quand même, je vous montre quelques exemples assez révélateurs. Les assiettes d'olive sont assez fréquentes, on en trouve à Strasbourg, on en trouve à Sceaux, on en trouve à Moustier.
Ça faisait partie en fait des hors-d'œuvre qui étaient consommés au XVIIIe siècle. Et imaginez effectivement si vous pouvez remplir cette assiette d'eau. Et alors là, dans ces cas, vous avez vraiment l'impression d'avoir des olives qui baignent dans l'huile d'olive. Donc, vous pouvez vraiment surprendre le convive. Ça nous renseigne en fait aussi nous, sur la manière dont les mets étaient présentés. On parle de l'art du dressage dans nos assiettes, mais c'est aussi le cas sur ces plats hors d'œuvre. Donc ici par exemple des artichauts, la manière dont ils étaient découpés, dont ça pouvait être offert aux convives. Donc je dirais que d'un point de vue anthropologique et sociologique, c'est vraiment très intéressant pour les historiens de la gastronomie d'avoir recours à ce type d'objet. Et puis, alors, une attrape, je dirais, un peu plus rare cette fois-ci, qui est concernant nos collections. C'est une assiette avec une pyramide de Mirabelle qui a été fabriquée à Niederwiller. Alors, il n'y a pas d'autres modèles connus. Il y a un autre modèle avec des cerises qui existent. Et effectivement, ces petites mirabelles, dont c'est actuellement encore la saison, elles sont plus vraies que nature. Et elles imitent aussi la forme, en fait, très esthétique qu'on avait de dresser les fruits et aussi les pâtisseries au XVIIe et au XVIIIe siècle. C'est vraiment l'art de créer des pyramides, parfois des pyramides de fruits qui n'étaient d'ailleurs qu'esthétiques, qui n'étaient là que pour orner le centre de la table. Donc voilà pour les attrapes. Ces assiettes, je dirais trompeuses, se mariaient finalement à merveille avec des terrines en trompe-l'œil. Et je voudrais revenir un petit peu sur ce qu'est une terrine. Ah, pardon, je suis obligée de passer très rapidement, mais notre assiette d'attrape avec des noix de Sceaux. Et alors, ces assiettes, en fait, là, avec les noix ou des amandes, sont vraiment spectaculaires parce qu'à chaque fois que j'ai présenté, par exemple, pour des prêts, ce type d'objet, les personnes qui venaient pour emballer, s'y laissaient prendre, pensaient que chaque noix était individuelle et était une vraie noix. Donc c'est vous dire à quel point à Sceaux maîtrisait aussi particulièrement l'art du trompe-l'œil. Et ah oui, j'avais oublié que j'avais mis ça. On a la chance aussi dans nos collections d'avoir un trompe-l'œil un peu plus rare, où on voit des petits gâteaux, donc des petites tourtes feuilletées. Et donc là aussi, c'est une production de la manufacture de Sceaux. C'est assez intéressant parce que on a un émail en fait qui est mat. Donc en fait, l'imitation ici du réel, elle est vraiment poussée dans la recherche non seulement de la polychromie, mais aussi vraiment du rendu, de la matière, de la texture. Et il y a vraiment une sorte de glaçage blanc qui est ajouté, qui fait vraiment penser au glaçage sucré. Donc je vous assure que ces petits gâteaux sont très appétissants, même en vitrine. Donc je vous disais, tous ces petits éléments trompeurs se mariaient avec des terrines qui, elles, trompaient aussi par leur fonction, puisque posées sur la table, ces terrines en trompe-l'œil ressemblaient à des sculptures. Alors, on va revenir un petit peu sur ce qu'est une terrine. On a une définition, par exemple, dans les dons de Comus, de François Marin. Donc, ce qu'on appelle une terrine aujourd'hui n'est autre chose que plusieurs sortes de viande que l'on fait cuire à la braise. Donc ça, c'est ce que vous connaissez, c'est la terrine que l'on mange, c'est le synonyme, ça vous connaissez. Mais c'est également le récipient. Quand la viande est cuite, on la fait égoutter, on la ressuie, après quoi on la remet dans une terrine d'argent, porcelaine, terrine, faïence ou autre. Et dedans, vous y mettez telle ou telle sauce. Donc en fait, ce sont des récipients assez profonds, avec un bassin, qui permettent de contenir des spécialités culinaires, je dirais, où on a une part effectivement de sauce. Donc viande braisée avec leur sauce. Ça correspond en fait aux évolutions culinaires du XVIIIe siècle. Pourquoi on a très peu, on a des terrines en fait au XVIIe siècle, mais qui sont beaucoup plus plates, parce qu'effectivement il y a un développement d'un point de vue culinaire de tout ce qui est bisque, de tous ces ragoûts en fait au XVIIIe siècle. Donc le fait d'utiliser les terrines ou aussi les potaoles, alors plus pour les potés, mais vous verrez qu'en réalité les cuisiniers nous disent que l'un ou l'autre, peu importe. Par exemple, chez Vincent de la Chapelle, on a ici un potaole en argent. Ensuite, donc là, le potaole est plutôt circulaire, on va dire. La terrine est plutôt ovale. Mais ici, il nous dit terrine or oilo, donc terrine ou potaole. Donc finalement, on n'est pas dogmatique. On utilise le récipient qui convient le mieux à la spécialité culinaire que l'on veut présenter ou à l'ordonnancement de la table que l'on veut
données. C'était ça aussi que je voulais dire. Donc voici le premier genre de terrine en faïence qui imite vraiment, je dirais encore, l'orfèvrerie. Donc là, c'est manufacture Anong, première moitié du XVIIIe siècle, avec encore un style avec des lambrequins en blanc et bleu, couleur de grand feu. Ces terrines, elles deviennent en fait de plus en plus sculpturales, de plus en plus monumentales, de plus en plus décoratives, parce qu'elles vont former finalement, je dirais, la colonne vertébrale qui va décorer la table. Donc, de plus en plus décorative, avec ce faisant par exemple en trompe-l'œil. Pourquoi? En fait, dans les manuels de cuisine, on nous explique que les terrines et les pots à œufs vont venir se placer de part et d'autre du surtout, donc cette pièce centrale en fait de la table. Et ça peut être aux deux bouts, comme ça peut l'encadrer, ça peut aussi l'entourer. Donc elles vont parfois rester présentes pendant toute la durée du repas. Pour les terrines en argent, on a bien connaissance aussi de la question de doublure en argent qu'on va changer à chaque fois. Donc en fait la terrine reste, mais c'est le contenu qui va changer. Pour les terrines en faïence, on a un peu moins de preuves de ce système, mais il est tout à fait possible que ça ait également existé. Donc en tout cas, dans ces livres en fait, de Vincent Lachapelle, on a ces explications en fait, à chaque fois, par exemple pour chaque service, dans le service à la française, vous savez que en fait, on a entrée, le premier service avec entrée, hors d'œuvre, potage, le deuxième service avec le rôt, la viande rôtie, les entremets, on va trouver de la viande bouillie, etc. À chaque fois, il nous explique combien il faut mettre de terrines sur la table, où elles doivent être placées sur la table. Finalement, à chaque fois, on a une sorte de paysage, de panorama qui se dessine. Donc un spectacle finalement en mouvement avec des plats qui se vident, qui se remplissent et puis quelques éléments fixes qui constituent le décor. Donc, j'avance un petit peu. Les premiers qui vont réellement investir donc, ces terrines, ces bassins et ces pots à œufs pour en faire des trompe-l'œil en faïence, ce sont, comme je l'ai dit, Höchst et Strasbourg. Donc on va revenir un petit peu aussi sur les conditions techniques de leur réalisation. Donc à Höchst, en fait, les artistes en activité étaient Johann Gottfried Becker, actif de 1724 à 1763, et Johannes Zechinger, qui est né aussi en 1723, mais on ignore sa date de décès. Donc voici un exemple qui avait été publié en fait dans le Gourmet Ménagerie, qui avait été publié par Feu et Talent, donc des objets qui avaient été mis en vente, qui provenaient de collections privées. On a ici, donc c'est une terrine en forme de hure de sanglier, qui est en faïence stanifère. Et on a ici un animal qui est réaliste, c'est un animal vivant en fait, qui semble jaillir de la table, et sans doute du plat où il devait être posé. Il manque vraisemblablement les présentoirs. On n'a pas toujours en fait, effectivement les présentoirs de ces terrines. Elles existaient, mais elles sont quand même assez rarement conservées. Donc là, c'est un animal menaçant. Et même si on a une peinture, je dirais, assez fine, on a des traits assez fins de pinceau qui permettent de définir le pelage. Le modelage, quant à lui, reste assez simple. Je dirais, c'est un sanglier, mais assez simplifié. C'est une sculpture, tout de même. Donc on a, je dirais, un compromis entre avec la matière, avec l'équilibre, mais c'est un objet, finalement, qui est encore assez statique par rapport à ce que pourront être, je trouve, les productions de Strasbourg. Alors, la manufacture Anong de Strasbourg va hériter en fait, d'un certain nombre de talents en fait, pour réaliser également donc, des terrines en faïence. On a des peintres comme Johann Gottlieb Rothe, qui va arriver en septembre 1748, les frères Löwenfink, Christian Wilhelm von Löwenfink en 1748, Adam Friedrich von Löwenfink et son épouse Maria Seraphia en mai 1749. Parmi ces personnes, les trois premiers, Rothe et les frères Löwenfink, ont été formés à Meissen. Ils ont travaillé ensemble à Höchst et ils y ont pratiqué le petit feu depuis 1746. Et Adam Friedrich von Löwenfink a dirigé la manufacture de Höchst. Donc, ce sont tous des peintres avertis, mais en plus de leur connaissance de peintre, en fait, ils ont des connaissances techniques beaucoup plus vastes. Ils connaissent des secrets de chimistes, les secrets des couleurs. Ils sont organisés, méticuleux, ils ont des talents d'organisation.
Donc ce sont souvent des artistes complets qui ont vraiment des talents de multifacettes. Et en plus de ces peintres, on va aussi avoir l'arrivée de 2 sculpteurs de talent, Johann Wilhelm Lanz, qui était le chef donc, de l'atelier des sculptures dans la manufacture de Paul Hanong à Strasbourg entre 1750 et 1754, qui va quitter la manufacture de Strasbourg pour Frankenthal ensuite, et Johann Louis, l'un des collaborateurs de Lanz à Strasbourg, qui lui va quitter la manufacture alsacienne pour Sceaux, où il va exercer ses talents, où on retrouvera cette patte en fait, l'œuvre vraiment de véritables sculpteurs, de véritables artistes. Donc dans ces années 1748-1750 à Strasbourg, je dirais qu'on a toutes les possibilités techniques qui sont réunies pour réaliser des décors en trompe-l'œil. Il faut savoir que le procédé du petit feu, en tout cas sur la faïence et la porcelaine, en France, il est définitivement mis au point à Strasbourg avec la collaboration de ces frères, de ces peintres, des frères Löwenfink. Et c'est vraiment grâce à eux que ça va se diffuser ensuite dans les autres centres faïenciers. Donc c'est vraiment, je dirais, une révolution de la polychromie qui se joue dans ces années-là en France. Et en fait, on commence tout de suite par effectivement des chefs-d'œuvre en explorant toutes les potentialités de la matière, en créant des modèles assez exubérants pour la table, des oiseaux sauvages ou domestiques, des canards, des dindons, des pigeons, des perdrix, des bécasses, mais aussi différentes hures de sangliers et des oiseaux plus rares, comme le coq de bruyère, le grand tétras, ou des animaux plus surprenants, en tout cas à nos yeux sur une table, comme des tortues. Et à ceci s'ajoutent des modèles végétaux, choux, laitues, citrons, roses. Donc la prouesse technique, elle est bien réelle en raison de la taille des animaux, comme pour les animaux de Meissen. Ce sont des animaux qui ont été étudiés, qui sont dans des positions typiques, et on a un décor qui en fait varie, qui n'est souvent jamais le même, qui vient rehausser le prestige de la sculpture, avec une représentation extrêmement réaliste, des poils, des plumes des animaux, des nervures ou des couleurs très nuancées des végétaux. Pour revenir juste sur Strasbourg, pourquoi on peut dater très précisément la production de ces terrines? C'est que Paul Hanong a été obligé de quitter la France en 1754 car il désirait produire de la porcelaine dure. Mais la porcelaine dure, c'est un privilège de la manufacture de Sèvres. Donc il a été obligé de partir à Frankenthal dans le Palatinat, sous la protection de Karl Theodor, le prince électeur du Palatinat, et il a emmené avec lui ses meilleurs peintres et ses meilleurs sculpteurs. Donc la production finalement de terrines en trompe-l'œil, zoomorphes et phytomorphes, elle décline à partir de ce moment-là à Strasbourg. Pour autant, la mode est lancée et elle se diffuse en fait dans l'ensemble de l'Europe, à Delft en Hollande, à Chelsea en Angleterre, à Rato au Portugal, à Nové di Bassano en Italie. À Bruxelles, on a la manufacture Montbars. On a dans nos collections par exemple un poisson de la manufacture Montbars. Et dans de nombreuses autres manufactures, comme celle évidemment de Sceaux qu'on a déjà citée, de Niederwiller, de Saint-Omer ou la manufacture Fauchier à Marseille. Et ceci d'autant plus que les artisans circulent d'une manufacture à l'autre et qu'on va remarquer effectivement un jeu d'influence entre eux, Strasbourg, Sceaux, Niederwiller. À Niederwiller, on retrouvait le peintre chimiste qu'il a dirigé à un moment, François-Michel Anstedt, issu de Strasbourg, et à Sceaux, comme je l'ai dit, à l'époque de Jacques Chapelle, la manufacture qui était protégée par la duchesse du Maine et son grand-père, le Grand Condé, avait réussi, dès la fin des années 1750, à attirer le sculpteur Johann Louis. Alors, on va s'intéresser un petit peu, donc là, voilà, un exemple de production de Fauchier à Marseille, issu de nos collections. Alors, il y a moins de dextérité, évidemment, qu'à Strasbourg, mais c'est juste pour montrer à quel point cette mode circule. Et ce canard, en fait, il est typique des productions, en fait, aussi du sud de la France. On trouvait également à Montpellier. Donc, ça essaime véritablement sur toutes les tables. Alors, venir un peu sur toute la technicité qui est à l'œuvre dans la fabrication de ces objets, en prenant quelques exemples, donc, notamment nos fameux dindons, titre de ma conférence. Ces dindons donc, produits à Strasbourg, il faut savoir qu'au catalogue, en tout cas de la manufacture Hanong, c'était les objets les plus coûteux du catalogue. Donc, preuve, s'il en est, de l'extrême préciosité de tous les talents qui étaient nécessaires à leur réalisation.
Évidemment, ça nécessitait d'abord la réalisation d'une œuvre en terre cuite, une véritable sculpture, et ensuite la réalisation de moules en fait, pour réaliser cet objet. Vu la complexité de l'objet, il s'agit en fait de différents moules. Pas forcément une ronde de moule comme on parle à Sèvres, mais sans doute que les ailes sont moulées séparément, la tête également, idem pour la queue qui fait la roue. Je vous montre un petit peu sous tous ces profils parce que souvent on les voit d'une seule face, mais c'est très intéressant techniquement. On devine à peine l'endroit en fait, où il y a la rupture entre le bassin véritablement et le couvercle. Le couvercle, c'est vraiment la partie où on a les deux ailes du dindon. Et puis ici, le bassin remonte, ce qui permet de maintenir le couvercle qui se termine ici avec la roue du dindon. Et vous voyez ici, décomposé, le couvercle avec les ailes déployées et ici le bassin. C'est très lourd, ça pèse dans les 14 kilos. Il faut savoir que c'est aussi très fragile au niveau des ailes, évidemment. Donc d'ailleurs, sur nos deux dindons, les ailes sont brisées et elles sont restaurées avec des agrafes. Donc plus ou moins esthétiquement d'ailleurs, par-dessous en tout cas, parce qu'effectivement c'était des parties extrêmement fragiles. Et puis ensuite il y a effectivement toute la mise en teinte. Mais déjà si on observe en fait les dindons, on a ici, donc ça c'est un des dindons de notre collection, on a la chance d'en avoir deux, qui sont des dépôts du musée de Cluny, je dois le préciser, en fait c'était de l'ancienne collection du Sommerard. Voici nos deux dindons. Alors certes, ils se ressemblent, ils ont la même pose altière, vous remarquerez. Donc on a effectivement des plissés qui se ressemblent ici au niveau du cou et puis l'excroissance qui part du bec, mais ils sont bien différents. Et c'est ça qui est aussi très intéressant à chaque fois d'un point de vue technique, soit à cause de problèmes de cuisson, de déformation de la cuisson, soit parce que c'est un moule vraiment différent. Celui-ci, par exemple, est beaucoup plus large que l'autre. Il a vraiment les ailes déployées. Et idem, en fait, au niveau de la roue, ici de la queue, en fait, celle-ci est beaucoup plus réduite que sur celui-là. Au niveau de la polychromie, on le remarque pour Strasbourg, pour tout un tas d'autres terrines en faïence en trompe-l'œil, en fait, les peintres s'amusent en fait. C'est un jeu d'infinies variations pour vraiment, c'est un exercice de style en fait, pour montrer leur dextérité. Et le plumage, c'est vraiment pour eux pain béni. Donc ils vont à chaque fois se faire plaisir et on ne va jamais retrouver finalement le même plumage d'une œuvre à l'autre. Donc là ici aussi c'est bien différent. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir pareil, ces effets de matière. Ici, on a un émail, et je ne pense pas que ce soit accidentel, qui est mat en fait. C'est vraiment pourpre de Cassius, mais vraiment très mat. Alors qu'ici, on a un rouge finalement éclatant. Donc voilà, des différences entre des zones en fait, qui vont être mates, des zones brillantes, mais qui sont visiblement recherchées. Et puis voilà, cette infinie variation de coloris. Donc ça, c'est aussi très intéressant à observer. Et je pense que ce qui serait intéressant, en fait, c'est de faire vraiment une étude technique en fait, de tous ces trompe-l'œil avec des céramistes, avec des artisans qui pratiquent, qui pourraient en fait, nous donner aussi tout un tas d'éléments de comparaison. Bon, à Sèvres, on a de la chance, on les a un peu sous la main. Donc, je vous montre aussi, quand on parlait d'infinies variations, les canards. Alors, celui-ci, je pense que vous l'avez vu, il est exposé actuellement chez Michel van der Merch. Donc, il ne suffit de passer la quai Voltaire pour l'admirer. Je lui ai avoué que je pensais qu'il l'avait vendu, en fait. Je ne savais pas qu'il était toujours là, bien caché. Donc, ça fait partie, effectivement, c'est une pièce absolument sublime au niveau du rendu du plumage. Et puis, sans doute, une pièce, alors j'ai mis 1745-1754 en général, mais effectivement, si vous voyez ici, on a un vert, on a des couleurs de petit feu, mais on a aussi des couleurs de grand feu, il peut y avoir un mélange des deux, et ça fait partie des pièces les plus anciennes qui ont pu être produites à Strasbourg, comme on peut le voir par exemple dans une collection dont je parlais tout à l'heure, au château de la Favorite à Rastatt. Voilà, là vous voyez bien, photo que j'ai prise, vraiment à chaque fois la finesse en fait, du rendu, du piquetage en fait, sur le plumage. Alors, ces canards ou certains animaux peuvent vous paraître très colorés, mais il faut savoir que dans les ménageries, on avait les animaux domestiques, mais on avait aussi des animaux
exotiques. Et en règle générale, déjà, les canards, par exemple, ou les faisans font partie des animaux qui peuvent avoir justement ces plumages assez exubérants. Alors peut-être pas rose, comme celui qui est exposé chez Monsieur Béalu, peut-être pas à ce point, mais en tout cas, voilà encore une preuve de ces variations des peintres. Je voulais vous montrer, donc ça ce sont modèles de Strasbourg, une variation Asso, donc de ce modèle de canard, alors qui lui est, je dirais, encore plus altier, encore plus élégant dans la manière de s'y dresser. Et on reconnaît effectivement qu'on a les talents d'un même sculpteur, hein, Johann Louis, qui est passé de Strasbourg, qui est passé Asso. Donc on a vraiment chaque plume qui est extrêmement bien définie, qui est extrêmement peinte. Et il y a aussi un jeu non seulement sur cette terrine, mais également sur son présentoir qui lui aussi va contenir des éléments en relief, des têtes de canard ici et des plumes. Et c'était très intéressant pour moi de pouvoir comparer avec un objet qui est passé en vente. Voilà, puisque donc je dirais que canard, sceau, etc., donc vraiment plus brillant. Ici, évidemment, pas du tout la même gamme chromatique, mais au niveau du présentoir, vous remarquerez ici que le plumage, en fait, sert à former les anses. Donc, en fait, on a une extrême fantaisie dans la production de ces pièces en trompe-l'œil. Je dirais qu'elles sont quasiment à chaque fois uniques. C'est vraiment faire preuve de virtuosité. J'ai parlé de moulage, de moules qui ont permis de réaliser les différentes pièces. La plupart du temps, c'est le cas. Mais on peut s'interroger sur certains objets en trompe-l'œil qui sont des végétaux, notamment pour la laitue de Strasbourg. Donc celle-ci fait partie de nos collections, mais il y en a d'autres à Strasbourg, au Palais des Beaux-Arts de Lille également et ailleurs. Donc nous on l'a restaurée parce qu'elle était très abîmée en fait, elle était tout en haut d'une étagère dans les réserves. Et on était assez bluffés, je dois dire, avec la restauratrice et par d'autres artisans céramistes par la technique mise en œuvre en fait, pour réaliser cet objet. Et vous allez voir, quand on décompose la manière dont c'est fait, donc on a un bassin au centre sur lequel on a rapporté finalement les différentes feuilles de la salade. Et ça ne peut pas être réalisé avec un moule, en fait. C'est impossible que ce soit réalisé par moulage. Donc, c'est pas non plus un modelage. On peut penser qu'il y a une prise d'empreinte. C'est la même technique, finalement, que le pastillage qui est mis à l'œuvre pour réaliser les petites roses à Sèvres, dont on est expert, mais finalement sur une plus grande dimension et avec d'autres problèmes techniques. Alors, j'ai interrogé, résultat, une céramiste en fait, qui est spécialisée dans les trompe-l'œil et qui est une ancienne de la manufacture de Sèvres, Muriel Joubert, sur les conditions de la réalisation technique de ce type d'objet. Et elle m'expliquait qu'elle, en fait, elle prenait vraiment une feuille de laitue, elle appliquait l'argile dessus pour que ça prenne l'empreinte, vraiment la forme de la feuille, et qu'ensuite elle venait les appliquer l'une contre l'autre. Nous, ce qui nous a intrigués, c'est qu'on s'est dit que elle fait des objets un peu plus petits, parfois aussi plus fins. Là, on a quand même quelque chose d'assez épais. Et on s'est demandé s'il n'y avait pas des problèmes aussi à la cuisson, en fait, de déformation. Ça peut s'affaisser finalement avec le poids, ce type d'objet. Donc, s'il n'avait pas à l'intérieur mis des petits éléments de soutènement. Pourquoi on a cette hypothèse? C'est parce qu'on l'avantage en fait quand les objets sont cassés, c'est qu'ils dévoilent certains de leurs petits secrets. Et donc en fait on a plusieurs fragments en fait comme ça où on a des petits trous. Et on se demande s'il n'y avait pas une petite structure, en fait, tout simplement de la paille, hein, des petites tiges de paille qui permettaient de maintenir, en fait, au moins verticale une partie de la cuisson avant que ça ne s'ouvre totalement, que ça ne s'affaisse, le temps, effectivement, de figer la matière. Donc, pour nous, voilà, voilà. En tout cas, l'exposition nous a permis de faire un certain nombre d'observations, un certain nombre de comparaisons, et notamment dans le cadre de ces restaurations. Donc tout ça pour vous dire que véritablement, il s'agit de deux chefs-d'œuvre techniques. Au niveau du contexte d'usage, la plupart des gens qui visitent l'exposition me disent « Non mais vraiment, les gens utilisaient ces objets, mais il y avait vraiment de la nourriture dedans, on s'en servait vraiment ». On a quelques preuves en fait pour répondre par l'affirmative. C'est vrai que ces terrines en trompe-l'œil, elles évoquent leur contenu, donc gibier, volaille, légumes le plus souvent. Elles sont très lourdes,
Donc on se dit que c'est très difficile à soulever. Mais ce qu'on oublie, nous, c'est qu'ils avaient une importante domesticité qui était là pour ça. Donc finalement, ce n'était pas un problème forcément pour les personnes qui possédaient ce type d'objet. C'est vrai que ça ne paraît pas très, très ergonomique. Mais on sait qu'il y a de véritables services en trompe-l'œil qui ont été produits et qui ont été utilisés par des aristocrates dans des cadres moins officiels que de la vaisselle d'argent, par exemple pas pour un repas officiel, mais en raison de la prouesse artistique sous-jacente, ces services étaient cependant luxueux et c'était une manière de montrer finalement aussi sa richesse et son pouvoir que de les mettre sur la table. Donc, et disposés sur la table, ces trompe-l'œil pouvaient être utilisés pour des occasions spéciales. On pense notamment à la saison de l'ouverture de la chasse ou pour des soupers organisés à l'issue de parties de chasse. C'est l'hypothèse qui est faite pour le service que vous voyez ici, qui a été réalisé pour Clemens August de Bavière, l'archevêque électeur de Cologne, pour son château et pavillon de chasse de la Clemenswerth, près de Sögel en Allemagne. Donc là, on est dans un cadre plus intime, plus amical qu'effectivement qu'à Cologne. Donc ce service a vraisemblablement été produit en 1751 et il comprenait à l'origine plus de 600 pièces. 200 pièces sont encore conservées aujourd'hui et le reste avait été vendu par la famille au début de la Seconde Guerre mondiale. Et cet ensemble constitue vraiment l'un des exemples les plus frappants de ce à quoi pouvaient ressembler les festivités avec ces terrines en trompe-l'œil. On a ici une photo qui a été prise en 1906 de la cuisine, donc à l'époque où il y avait encore l'intégralité du service. Et ça montre la taille assez imposante et l'extrême variété des trompe-l'œil qui le composent. Hure de sanglier, coq de bruyère, dindon, de faisan, de oies, de canards, 4 pigeons, 4 perdrix, 4 bécasses, 4 tortues, 2 choux-fleurs. Et ces trompe-l'œil étaient associés à des assiettes avec un décor de fleurs de Strasbourg, évidemment en qualité fine, et des terrines et des pots à œil, je dirais plus classiques pour Strasbourg, en baroque. Parce que classique, ce n'est pas vraiment le terme approprié. Plus habituel, on va dire. Voilà. Et un autre ensemble, aussi un autre service qui est connu, qui est contemporain et qui a été produit à Strasbourg, c'est celui pour le château de la Favorite à Rastatt, dans le Baden-Württemberg. Donc on est vraiment tout près de Strasbourg, quelques encablures. Et donc non loin de la résidence principale de Rastatt, il y avait un pavillon de chasse qui avait été bâti pour la margravine Sibylla Augusta de Baden-Baden. Et elle y séjournait durant l'été et au début de l'automne. Et donc, début de la saison de la chasse également. Et là, on a un service justement qui aurait été conçu dans les années 1750 et service dans lequel justement on voit ce fameux vert dont je vous parlais, ces couleurs encore de grand feu qui sont présentes. Donc on a une période de transition dans l'utilisation des couleurs à Strasbourg, donc c'est sans doute l'un des premiers services. Donc il faut vraiment essayer d'imaginer l'effet produit par ces trompe-l'œil. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas des objets qui se promènent en solitaire. Le dindon ne se promène pas en solitaire sur la table. En fait, il y a besoin d'accumulation. Cet effet qui peut vous paraître kitsch, il disparaît finalement quand il y a une accumulation. Il faut imaginer aussi ces objets à la lueur d'une bougie. Le soir, avec la lumière vacillante. C'est surprenant pour les convives. Je vous ai dit, on a un siècle avec amateurs de jeux d'illusion. Donc, ces objets peuvent être disposés sur la table, y rester quasiment pendant les différents services, mais ils peuvent aussi être utilisés en tant qu'objet de décoration, soit, là on a vu dans les cuisines, mais ils peuvent aussi être présentés dans la salle à manger. On est aussi à une période où on a une pièce fixe désormais pour le repas, la salle à manger, qui va être décorée, parfois avec des trophées de chasse dans un pavillon de chasse, et évidemment sur un dressoir. Ce type de terrine ne déparaît pas et pourrait finalement faire illusion au milieu des autres trophées de chasse, notamment pour les représentations de gibier. Alors le nombre de services qui ont été produits de ce type à Strasbourg, en tout cas, est inconnu, mais ils ont dû être assez rares parce qu'ils sont extrêmement coûteux. Dans l'inventaire des stocks de la manufacture Anong en 1761, donc à la mort de Paul Anong, on a encore des terrines animales, des végétales qui sont citées avec des prix à l'unité, et c'est très 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 élevé. Comme il y a des pièces à l'unité, on se dit que peut-être certains objets pouvaient être acquis de manière indépendante, pas dans le cadre d'un service, et qu'il y avait encore un stock qui existait dans les années 1761. Dans le catalogue de la manufacture de 1771,
alors que cette mode existe encore dans d'autres centres faïenciers en France. Donc sous Joseph Annonc, on ne retrouve plus que les choux et les laitues. Donc la mode a passé à Strasbourg, soit plus vraisemblablement les artisans qui étaient capables de réaliser ces objets ne sont plus là. Mais on a le chou qui fait de la résistance. Et d'ailleurs, c'est une forme emblématique que l'on retrouve dans l'encyclopédie de d'Alembert et Diderot. Alors, je vais juste montrer une vue de l'exposition pour vous montrer façon dressoir ce que ça pouvait représenter. Donc, dans l'encyclopédie d'Alembert et Diderot, donc à l'article faïencerie, planche 3, on a les formes qui sont produites dans les différentes manufactures de faïence. Et on voit ici un chou sur son présentoir et une couvisse, donc une poule en train de couver également, donc avec son plateau. Donc, semblerait effectivement que ce soit des objets emblématiques des productions des manufactures françaises à cette époque. Alors, mais ce chou, quelle était alors sa fonction? Est-ce qu'il était posé seul sur la table? Est-ce qu'il était utilisé uniquement pour le potage, la potée au chou? Est-ce qu'il était décoratif? En tout cas, c'est vraiment un objet emblématique et qui lui perdure, je dirais quasiment d'ailleurs jusqu'à nos jours. Alors pour finir, on va se demander en quoi ces objets, ces animaux et légumes qu'on a vus sont représentatifs des évolutions culinaires du XVIIIe siècle. Tout d'abord, il faut savoir que ces objets, les terrines, en fait, on peut les trouver quasiment à chaque service. Au premier service, on a potage, hors d'œuvre, relevé, entrée. Donc, qui dit potage dit quand même quelque chose d'assez liquide. Donc, ça peut être contenu dans un pot à ol, ou dans une terrine. Les hors d'œuvre, c'est des petits plats chauds. Pot à ol, une terrine. Les entrées, ça peut être très éclectique également. Donc, on peut avoir du bouilli, du rôti, du gibier à poil, à plumes. Donc, les terrines peuvent toujours être là. Le deuxième service, c'est celui du rôt, des salades et des entremets. Évidemment, le rôt, viande rôtie à la broche, non. Mais pour les entremets, on va avoir toutes les viandes non rôties, bouillies en sauce, les ragoûts, tout ce qui est cuit à l'étuvée, à l'étouffée, fricassé, viande braisée. Et donc, dans ce cadre-là, on va pouvoir avoir les terrines qui vont rester sur la table. Et les plats, finalement, à base de viande au XVIIIe siècle sont évidemment encore les plus importants, ceux qu'on veut véritablement mettre en avant. C'est pour ça que les terrines en forme de gibier, de sanglier, de faisan sont aussi si importantes, si imposantes. Il y a toujours une passion pour la viande. Et parmi les animaux représentés, évidemment, le plus important, c'est le sanglier, animal dont la chasse est particulièrement dangereuse, une chasse valorisée, c'est une sorte de rite initiatique de tuer son premier sanglier, et ceci depuis l'Antiquité. Ça signifie l'entrée du jeune aristocrate quasiment dans le monde des hommes, de pouvoir participer à une chasse au sanglier. Donc c'est vraiment un gibier particulièrement noble, et pour preuve, il y a 2 terrines d'ailleurs, il y a plusieurs terrines qui sont dans la collection du musée de la chasse. Donc on a 2 types de représentation de ce sanglier. Nous, on a la chance d'avoir cette hure de sanglier dite à la favorite, donc, qui provient de la manufacture Annonc de Strasbourg. Donc c'est un animal qui n'est pas, on ne peut pas dire c'est l'animal empaillé, c'est l'animal qui vient d'être tué. Il a la gueule finalement légèrement ouverte, la langue apparente, les grès saillants, et vous voyez, orné évidemment d'un décor polychrome assez surprenant. Malheureusement, nous n'avons pas le présentoir qui existe à la favorite et qui est un exemplaire qui a été en vente récemment et qui a battu des records sur le marché de l'art. Je vous montre un autre exemple que j'aime beaucoup aussi avec sa petite langue pendante. C'est la hure de sanglier qui a été produite à la manufacture de Niederwiller. Donc là aussi, il est bien mort. Et il est d'autant plus mort que on est sur l'os en fait à l'arrière. On a vraiment une tranche, donc c'est un trompe-l'œil dans tous les sens du terme, même si je ne pense pas qu'on présentait comme ça la tête sanguinolente, le morceau de viande avec la tête. Et puis, il y a des variations. Voilà. Alors, je vais vous montrer aussi parce que la plupart de ces terrines, quand elles sont ouvertes, sont ainsi. Avec au niveau ici de
du boutoir du sanglier, en fait, on a souvent ça, une ou deux parties. Alors, ça peut être pour des raisons techniques de maintien, en fait, de la forme de l'objet, mais ça peut être aussi la possibilité de mettre ici, vous connaissez sans doute les boîtes à épices au XVIIIe siècle, eh bien, des petits condiments qui peuvent très bien se marier avec le ragoût de sanglier ici présenté. Et puis il y a des exemples un peu plus, je dirais, psychédéliques, comme cette terrine de la manufacture Chambrette de Lunéville, alors qui elle est plus tardive, des années 1760-1770, et qui est réalisée en faïence fine, donc très grande plasticité. Ça permet effectivement d'avoir un détail ici au niveau du pelage qui est extrême. Par contre, le réalisme, on peut rester assez dubitatif sur la qualité artistique de la représentation du sanglier. Je n'ai pas tout à fait, en tout cas, toutes ces représentations de gibier, etc., c'est caractéristique de ce qui était consommé. Le fait qu'il y ait des grands tétras, ça c'est plutôt vraiment spécifique de toute cette région, je dirais, de l'Alsace-Lorraine, des régions allemandes, où on va trouver en forêt noire ce type de volatile. Évidemment, c'était assez peu cuisiné à la cour à Versailles. Notre faisan, je remonte, qui est assez magnifique, mais qui a une envergure assez imposante, donc très très difficile à manier. Et je voulais rappeler aussi que quand même dans les aliments qui sont consommés le plus au niveau des volailles, on va avoir la poule ou le coq. Et évidemment, à Strasbourg, ils n'ont pas produit. Par contre, on a ce magnifique exemple qui a été produit à Sceaux. Donc ça, il était publié. En fait, il y a eu une exposition au musée Gardner à Toronto qui s'appelait The King's Peas, les petits pois du roi, où il y avait énormément en fait, de trompe-l'œil en fait, qui étaient exposés, de collections particulières américaines, aussi de musées américains. Donc, c'est une publication qui est un peu atypique parce que c'est un livre de recettes du 18e en anglais, de recettes françaises et anglaises, et qui a été prétexte en fait, pour publier certaines pièces, mais des pièces assez extraordinaires. Donc voilà, je vous conseille cette petite lecture qui est assez plaisante. Et je vais finir sur des objets un peu plus étranges, parce que quand on voit ça, on se dit, mais la tortue, est-ce qu'ils mangeaient réellement de la tortue? Eh bien, oui, voilà, le potage tortue, tout à fait. Donc voilà, potage de tortue, faites-les cuire dans un petit courbouillon, levez les membres de votre tortue comme des cuisses de poulet, mettez à part les œufs et les petits boyaux, et voilà, c'est parti pour un petit ragoût de tortue. Donc ça, c'est les dons de commu, François Marin, vers 1739. Alors, je ne vais pas vous cacher que ce n'était pas non plus l'aliment le plus courant. C'est surtout chez les Anglais qu'on trouve ce type de repas. C'est des recettes de pirates dans les Caraïbes. Ici, on a une tortue de terre. C'est plutôt la tortue de style Hermann avec un petit escargot sur le dos pour le côté un peu ludique, parce qu'il y a beaucoup d'humour, évidemment, toujours chez nos céramistes. Ah, voilà, les petits escargots. Donc voilà, mais en tout cas, effectivement, ça se consommait. Et les escargots, effectivement, on est au pays des mangeurs d'escargots, donc petit présentoir pour quelques petits escargots qui pouvaient être présentés. Et plus rarement, des terrines en forme de poisson. De Niederwiller, en fait, vous pouvez regarder le catalogue de cette exposition de Niederwiller. On a effectivement des terrines en forme de brochet. C'est très intéressant. Ça rappelle aussi que c'est le maigre gastronomique. À l'époque, c'était vraiment le poisson. Ça a permis toutes ces règles, je dirais, religieuses de mettre en avant la consommation de poisson, consommation très raffinée. Et voilà, le fait qu'on ait ces terrines nous le rappelle. Le chou et les asperges, je passe. Mais c'est vrai que ça peut être surprenant de voir des petites terrines en forme d'asperges ou en forme de melon, comme celle-ci de la manufacture de Sceaux. Il faut savoir qu'il y avait des ragoûts d'à peu près tout. Au XVIIIe siècle, et comme déjà au XVIIe siècle, légumes et fruits reviennent en grâce, notamment les jours maigres, mais pas que, pour relever aussi les viandes, pour les accompagner. Et on a des ragoûts de melon, des ragoûts d'olives, des ragoûts de pistaches. Donc pour contenir bien tous ces ragoûts, il faut forcément deux petits récipients creux, donc avec un petit bassin. Donc cet objet, c'est pas forcément une saucière, c'est pas une jatte à sucre, c'est pas un pot à sucre, non, c'est une petite terrine pour un ragoût sans doute de melon. C'est tout à fait vraisemblable. Et je vais finir en apothéose parce qu'il y a quand même une exception sur, oui, ça évoque ce qui était consommé, sauf
Deux modèles, je dirais, assez atypiques. Ce sont les trompe-l'œil fantastiques, extraordinaires, qui ont été produits à la manufacture de Sceaux. Alors parfois, moi j'émets des réserves, je dis peut-être ça pourrait aussi être Niederwiller. Il y a cette magnifique théière en forme de dragon qu'on expose donc en ce moment. Donc déjà là c'est une théière, c'est pas une terrine. Et alors là l'inspiration est différente, c'est-à-dire que les théières s'inspirent généralement du pays du thé, donc de la Chine. Et en Chine, on a des théières comme ça, zoomorphes, alors je vous montre un peu le détail avec le petit couvercle, en forme de phénix, d'oiseau Feng Guang. Donc qui étaient réalisés en grès de Yixing au XVIIe siècle. Donc j'ai mis celle de l'abbaye de Belle-Perche, musée des arts de la table, mais il y en a une aussi en collection, il y en a qui met, voilà. Donc on reconnaît effectivement cet oiseau phénix, donc on a la queue qui s'enroule, qui sert d'anse. Ici on a une sorte de petit dôme avec une pierre précieuse qui sert de couvercle, et il a la tête retournée, ce qui n'est pas le cas effectivement de notre dragon. C'est ce modèle qui a servi ensuite finalement à Meissen pour sa théière en forme ici de coque. Et vous avez de notre côté évidemment la variation, hop je reviens, avec ce dragon, avec vraiment un décor d'écailles assez fabuleux, et puis une palette chromatique qui est très intéressante et qui effectivement est celle de Sceaux. On a souvent des verts comme ça, verts clairs éclatants, des jaunes éclatants, ce pourpre aussi, mais c'est un pourpre qu'on peut aussi retrouver à Niederwiller. C'est pour ça que là, moi, j'ai parfois quelques petits doutes, et aussi à cause de la tête du dragon. Parce que Sceaux, la spécialité, c'est qu'à Sceaux, on a énormément de décors avec des têtes de dragon sur des vases, etc. On a aussi des têtes de dragon sur des chevrettes de Niederwiller qui peuvent être ressemblantes. Donc j'ai eu débat avec certains amateurs plus de Niederwiller. Et pour rappeler aussi, c'est que ce dragon, évidemment, c'est toute la mode des chinoiseries. En fait, rocaille, on va retrouver des dragons partout. S'ils daignent s'ouvrir, par exemple, si un décor rocaille, donc un dragon couché sur un cartouche rocaille. Donc voilà, c'est pas non plus trop étonnant. Mais par contre, c'est assez extraordinaire d'avoir ce type de théière. Et moi, à chaque fois, je me dis, mais comment étaient les tasses? Dans quoi buvaient-ils? À quoi ressemblait le plateau? C'est tellement extraordinaire d'avoir ce genre d'objet. Et pour finir, un trompe-l'œil, mais là on est au-delà du trompe-l'œil, c'est la sculpture, c'est le chef-d'œuvre suprême. Voilà, on n'est plus sur une terrine, mais c'est une terrine pourtant en faïence. C'est la terrine Hercule terrassant l'hydre de Lerne, donc produite par la manufacture de Sceaux, donc aux alentours de 1755. C'est vrai que là, on est à l'époque, effectivement, où on a Johann Louis qui travaille avec Jacques Chapelle. Et, donc, c'est la victoire du héros qui, armé de sa célèbre massue, vêtu de la peau du lion de Némée, tue un animal malfaisant qui vivait dans les marais de Lerne en Grèce. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est l'interprétation du monstre. Parce que la mythologie parle d'un être aquatique aux têtes de serpents qui repoussent sans cesse. Mais dès la Renaissance, en fait, c'est un monstre qui a pu recevoir un corps de dragon et des têtes de chien. Donc ici, c'est cette version un peu hybride de l'animal qui a été choisie par les faïenciers. On a un corps de dragon, vous voyez ici, on voit bien par derrière parce que c'est absolument formidable. Mais on a aussi une tête de chien et des têtes de serpent qui sortent. Donc ici, tête de chien, puis ici des têtes de serpent. Donc c'est une œuvre extrêmement complexe. Donc imaginez tous les petits moules qui ont été nécessaires pour réaliser toutes ces pièces. Et puis ici, c'est un monstre femelle. C'est une hydre sexuée avec ces énormes mamelles comme ça, écrasées par le poids du corps de l'hydre. Donc c'est une représentation assez rare, et donc une énorme bête terrassée par un petit Hercule qui sert finalement de prise au couvercle. Donc c'est vraiment un objet totalement atypique, avec en plus des couleurs tout aussi atypiques, des émaux comme ça, jaune pâle, vert, relevé d'ocre sur un fond blanc. Tout ceci ajoute au caractère totalement fantastique de la scène.
Et pour moi, reste une interrogation. Est-ce que ce goût du bizarre, finalement, reflète une sorte de paroxysme du style rocaille en faïence? Ou bien est-ce que cette représentation monstrueuse dissimule une symbolique précise, liée à un commanditaire précis? Enfin, pourquoi avoir une terrine qui représente Hercule combattant de Lerne? Et c'est vrai que dans certaines familles, ce combat mythologique Hercule-Terrasse Hydre de Lerne, c'est quelque chose qui pouvait figurer sur les blasons et c'était un symbole de résistance et de persévérance. Donc, pourquoi pas? Je ne sais pas, je n'affirme rien, j'affirme juste que ça reste quand même un objet très étrange, mais véritablement un chef-d'œuvre de faïence. Alors, pour conclure sur cet objet magnifique, voilà, tant pis, tout a sauté. C'est juste pour rappeler que cette mode des trompe-l'œil, en tout cas, elle a été telle que les compagnies des Indes ont fait produire pour le marché européen des terrines en trompe-l'œil en porcelaine chinoise, une production qui a influencé en retour la production chinoise pour le marché local avec des animaux symboliques en Chine. Il faut aller sur Internet, en fait, il y avait l'exposition The Porcelain Room à la Fondation Prada à Milan. Il y a des objets absolument incroyables, en fait, en porcelaine chinoise, qui sont des trompe-l'œil, des terrines en trompe-l'œil, en porcelaine de Chine. Donc, la version asiatique de la terrine en trompe-l'œil. Et puis, je voulais conclure pour dire qu'il y a un petit magasin comme ça, de faïence, magasin portugais, et vous pouvez acheter des cruches, des lampes, tout en service. Donc, en tout cas, cette mode du trompe-l'œil, elle revient par vagues, elle est internationale, elle peut paraître kitsch, mais elle semble éternelle. Il y a des revivals, en tout cas. Wedgwood en a fait, on a eu des ensembles avec des choux-fleurs, ananas. Il y a des artistes américaines qui se spécialisent dans le trompe-l'œil en forme de chou, des services choux. Et puis il y a aussi des artisans qui sont virtuoses, qui réalisent par exemple des modèles uniquement en blanc, qui représentent des animaux, qui représentent des végétaux. Et ça a déjà un bon prix sur le marché là parce que ça reste des créations virtuoses. Et puis il y a un goût peut-être un peu plus populaire que pour d'autres objets, mais pour ces imitations du réel. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que voilà, ça peut paraître parfois la limite du vulgaire ou du kitsch, mais l'effet d'accumulation fonctionne toujours, c'est toujours surprenant, et puis c'est ludique. Et puis quand on est à table, c'est quand même la moindre des choses, on est aussi là pour prendre du plaisir et pour s'amuser. Et ces objets participaient réellement à cette fête de la table au XVIIIe siècle et encore de nos jours. Voilà, je vous remercie pour votre attention.